Les yeux de Robineau s'étaient rallumés. Dans son continuel tourment nerveux, il sautait souvent ainsi de la crainte à l'espoir. « Vous avez un échantillon ?» demanda-t-il. Et lorsque Gaujean eut tiré de son portefeuille un petit carré de soie, il acheva de s'exalter et cria « Mais celle-ci est plus belle que le Paris Bonheur. En tout cas, elle fait plus d'effet et le grain est plus gros. » « Vous avez raison, il faut tenter le coup. Ah, tenez, je les veux à mes pieds, où j'y resterai cette fois. » Madame Robineau, partageant cet enthousiasme, déclara la soie superbe. Denise elle-même crut au succès. La fin du dîner fut ainsi très gaie. On parlait fort. Il semblait que le bonheur des dames agonisât. Gaujean, qui achevait le pot de confiture, expliquait quel sacrifice énorme lui et ses collègues allaient s'imposer pour livrer une pareille étoffe à si bon compte. Mais ils s'y ruineraient plutôt. Ils avaient juré de tuer les grands magasins. Comme on apportait le café, la gaieté fut accrue encore par l'arrivée de Vinçart. Il entrait en passant dire un petit bonjour à son successeur. Lui venait de prendre un restaurant à Vincennes. C'était un rêve ancien, nourri sournoisement tandis qu'il se débattait dans les soies. La bouche allait toujours, et devant les Robineau, sa joie de leur avoir mis sur les épaules une mauvaise affaire dont il désespérait de se débarrasser, élargissait encore sa face aux yeux ronds. 15 jours plus tard, la lutte s'engageait entre Robineau et le bonheur des dames. Elle fut célèbre. Elle occupa un instant tout le marché parisien. Robineau, usant des armes de son adversaire, avait fait de la publicité dans les journaux. En outre, il soignait son étalage, entassé à des vitrines des piles énormes de la fameuse soie, l'annonçait par de grandes pancartes blanches où se détachait en chiffres géants le prix de 5,50 francs. C'était ce chiffre qui révolutionnait les femmes, 2 sous de meilleur marché qu'au bonheur des dames. Dès les premiers jours, il vint un flot de clientes. Madame Marty, sous le prétexte de se montrer économe, acheta une robe dont elle n'avait pas besoin. Madame Bourdelais trouva l'étoffe belle, mais elle préféra attendre, flairant sans doute ce qui allait se passer. La semaine suivante, en effet, Mouret, baissant carrément le Paris-Bonheur de 20 centimes, le donna à 5,40 francs. Il avait eu avec Bourdoncle et les intéressés une discussion vive avant de les convaincre qu'il fallait accepter la bataille, quitte à perdre sur l'achat. Ces 20 centimes étaient une perte sèche puisqu'on vendait déjà au prix coûtant. Le coup fut rude pour Robineau. Il ne croyait pas que son rival baisserait, car ses suicides de la concurrence, ses ventes à perte, étaient encore sans exemple, et le flot des clientes obéissant au bon marché avait tout de suite reflué vers la rue Neuve-Saint-Augustin, tandis que le magasin de la rue Neuve des Petits Champs se vidait. Gaujean accourut de Lyon, il y eut des conciliabules effarés, et on finit par prendre une résolution héroïque. La soie serait baissée, on la laisserait à 5,30 francs. Prix au-dessous duquel personne ne pouvait descendre, sans folie. Le lendemain, Mouret mettait son étoffe à 5,20 francs. Et dès lors, ce fut une rage. Robineau répliqua par 5,15 francs. Mouret afficha 5,10 francs. Tous deux ne se battaient plus que d'un sou, perdant des sommes considérables chaque fois qu'ils faisaient ce cadeau au public. Les clientes riaient, enchantées de ce duel, émues des coups terribles que se portaient les deux maisons pour leur plaire. Enfin, Mouret osa le chiffre de 5 francs. Chez lui, le personnel était pâle, glacé d'un tel défi à la fortune. Robineau, atterré, hors d'haleine, s'arrêta de même à 5 francs, ne trouvant pas le courage de descendre davantage. Ils couchaient sur leur position, face à face. Mais si, de part et d'autre, l'honneur était sauf, la situation devenait meurtrière pour Robineau. Le bonheur des dames avait des avances, tandis que lui, soutenu seulement par Gaujean, ne pouvant se rattraper sur d'autres articles, restait épuisé. Robineau, au milieu de cette ruine, lorsque l'épouvante le prenait, ne tremblait que pour sa femme, élevée dans une paix heureuse. Que deviendrait-elle si une catastrophe les mettait sur le pavé, avec des dettes? Denise se prenait d'affection en voyant la tendresse des Robineau. Elle tremblait, elle sentait la chute inévitable, mais elle n'osait plus intervenir. Ce fut là qu'elle acheva de comprendre la puissance du nouveau commerce et de se passionner pour cette force qui transformait Paris. Ses idées mûrissaient, une grâce de femme se dégageait en elle, de l'enfant sauvage débarqué de Valognes. Du reste, sa vie était assez douce, malgré sa fatigue et son peu d'argent.
Lorsqu'elle avait passé la journée debout, il lui fallait rentrer vite, s'occuper de Pépé, que le vieux Bourras heureusement s'obstinait à nourrir. Elle ne se couchait jamais avant minuit. Le dimanche, c'était un jour de grosse besogne. Elle nettoyait sa chambre, elle raccommodait. Cependant, elle sortait quelquefois par raison emmener l'enfant, lui faisait faire une longue course à pied du côté de Neuilly, et leur régal était de boire là-bas une tasse de lait chez un nourrisseur, qui les laissait s'asseoir dans sa cour. Jean dédaignait ces parties. Il se montrait de loin en loin, les soirs de semaine, et puis disparaissait en prétextant d'autres visites. Il ne demandait plus d'argent, mais il arrivait avec des airs si mélancoliques que sa sœur, inquiète, avait toujours pour lui une pièce de 100 sous de côté. Son luxe était là. 100 sous, criait chaque fois Jean. Sapristi, t'es trop gentille. Justement, il y a la femme du papetier. Tais-toi, répondit Denise, n'ai pas besoin de savoir. 3 mois se passèrent. Le printemps revenait, Denise refusa de retourner à Joinville avec Pauline et Baugé. Elle les rencontrait parfois, rue Saint-Roch, en sortant de chez Robineau. Pauline, dans une de ces rencontres, lui confia qu'elle allait peut-être épouser son amant. Cette idée de mariage surprit Denise. Elle n'osa conseiller son amie. Un jour que Colombe en venait de l'arrêter près de la fontaine pour lui parler de Clara, celle-ci justement traversa la place, et la jeune fille dut s'échapper car il la suppliait de demander à son ancienne camarade si elle voulait bien se marier avec lui. Qu'avaient-ils donc tous? Pourquoi se tourmenter de la sorte? Elle s'estimait très heureuse de n'aimer personne. « Vous savez la nouvelle » dit un soir le marchand de parapluies comme elle rentrait. « Non, monsieur Bourras. »« Eh bien, les gredins. Ils ont acheté l'hôtel du Villard. Je suis cerné. » Il agitait ses bras dans une crise de fureur qui hérissait sa crinière blanche. « Un micmac, à n'y rien comprendre. Il paraît que l'hôtel appartenait au Crédit Immobilier, dont le président, le baron Hartmann, vient de le céder à notre fameux Mouret. Maintenant, ils me tiennent, à droite, à gauche, derrière. Tenez, voyez-vous, comme je tiens dans mon poing cette pomme de canne. » C'est vrai, on avait dû signer la cession la veille. La petite maison de Bourras, serrée contre le Bonheur des Dames et l'hôtel du Villard, accrochée là comme un nid d'hirondelles dans la fente d'un mur, semblait devoir être écrasée du coup, le jour où le magasin envahirait l'hôtel, et ce jour était venu. Le colosse tournait le faible obstacle, le saigné de son entassement de marchandises menaçait de l'engloutir, de l'absorber par la seule force de son aspiration géante. Bourras sentait bien l'étreinte dont craquait sa boutique. Il craignait d'être bu lui-même, de passer de l'autre côté avec ses parapluies et ses cannes, tant la terrible mécanique ronflait à cette heure. Hélas, les entendez-vous, si l'on ne dirait pas qu'ils mangent les murailles, et dans ma cave, dans mon grenier, partout, c'est le même bruit de scie mordant le plâtre. N'importe, ils ne m'aplatiront peut-être pas comme une feuille de papier. Je resterai, quand il ferait éclater mon toit et que la pluie tomberait à seaux dans mon lit. Ce fut à ce moment que Mouret fit faire à Bourras de nouvelles propositions. On grossissait le chiffre, on achetait son fonds et le droit au bail 50 000 francs. Cette offre redoubla la colère du vieillard. Il refusa avec des injures. Denise vit Bourras préoccupé pendant une quinzaine de jours. Il tournait fiévreusement, maîtrait les murs de sa maison, la regardait du milieu de la rue avec ses airs d'architecte. Et puis, un matin, des ouvriers arrivèrent. C'était la bataille décisive. Il avait l'idée téméraire de battre le Bonheur des Dames sur son terrain en faisant des concessions au luxe moderne. Les clientes qui lui reprochaient sa boutique sombre reviendraient certainement quand elle la verrait flamber toute neuve. D'abord, on boucha les crevasses, on badigeonna la façade, ensuite on repeignit les boiseries de la devanture en vert clair. On poussa la splendeur jusqu'à dorer l'enseigne. 3 000 francs que Bourras tenait de côté comme une ressource suprême furent dévorés. D'ailleurs, le quartier était en révolution. On venait le contempler au milieu de ses richesses, perdant la tête, ne retrouvant pas ses habitudes. Il ne semblait plus chez lui dans ce cadre luisant sur ses fonds tendres, effaré, avec sa grande barbe et ses cheveux. Cependant, comme chez Robineau, la campagne contre le Bonheur des Dames était ouverte chez Bourras. Il venait de lancer son invention, le parapluie à godets, qui plus tard devait se populariser. Du reste, le Bonheur perfectionna immédiatement l'invention. Alors la lutte s'engagea sur les prix. Le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, sans espoir de les vendre. « C'est ma faute !» criait-il à Denise. « Est-ce que j'aurais dû tenir des saletés à 1,95 franc ? Voilà où les idées nouvelles peuvent conduire.
J'ai voulu suivre l'exemple de ces brigands, mais tant mieux si j'en crève. » Juillet fut très chaud. Denise souffrait dans son étroite chambre sous les ardoises. Alors, lorsqu'elle sortait de son magasin, prenait-elle Pépé chez Bourras, et au lieu de monter tout de suite, elle allait respirer un peu l'air au jardin des Tuileries jusqu'à la fermeture des grilles. Un soir, comme elle se dirigeait vers les marronniers, elle resta saisie. À quelques pas, marchant droit devant elle, il lui semblait reconnaître Hutin. Et puis son cœur battit violemment. C'était Mouret, qui avait dîné sur la rive gauche et qui se hâtait de se rendre à pied chez Madame Desforges. Au brusque mouvement que fit la jeune fille pour lui échapper, il la regarda. La nuit tombait. Il la reconnut pourtant. « C'est vous, mademoiselle ?» Elle ne répondit pas, éperdue qu'il eût daigné s'arrêter. Lui, souriant, cachait sa gêne sous un air d'aimable protection. « Vous êtes toujours à Paris ?»« Oui, monsieur, » dit-elle enfin. Lentement, elle reculait et elle cherchait à saluer pour continuer sa promenade, mais il revint lui-même sur ses pas. Il la suivit sous les ombres noires des grands marronniers. Une fraîcheur tombait. Des enfants riaient au loin, en poussant des cerceaux. « C'est votre frère, n'est-ce pas ?» demanda-t-il encore, les yeux sur Pépé. Celui-ci, intimidé par cette présence extraordinaire d'un monsieur, marchait gravement près de sa sœur, dont il tenait la main. « Oui, monsieur, » répondit-elle de nouveau. Elle avait rougi. Elle songeait aux inventions abominables de Marguerite et de Clara. Sans doute Mouret comprit la cause de sa rougeur, car il ajouta vivement « Écoutez, mademoiselle, j'ai des excuses à vous présenter. Oui, j'aurais été heureux de vous dire plus tôt combien j'ai regretté l'erreur qui a été commise. On vous a accusé trop légèrement d'une faute. Enfin, le mal est fait. Je voulais seulement vous apprendre que tout le monde chez nous connaît aujourd'hui votre tendresse pour vos frères. » Il continua, fut d'une politesse respectueuse, à laquelle les vendeuses du bonheur des dames n'étaient guère habituées de sa part. Le trouble de Denise avait augmenté, mais une joie inondait son cœur. Tous deux gardaient le silence. Il restait près d'elle, réglant ses pas sur les petits pas de l'enfant, et les bruits lointains de Paris se mouraient sous les ombres noires des grands arbres. « Je n'ai qu'une réhabilitation à vous offrir, mademoiselle, » reprit-il. « Naturellement, si vous désirez rentrer chez nous. » Elle l'interrompit. Elle refusa avec une hâte fébrile. « Monsieur, je ne puis pas. Je vous remercie tout de même, mais j'ai trouvé ailleurs. » Il le savait. On lui avait appris depuis peu qu'elle était chez Robineau. Et, tranquillement, sur un pied d'égalité charmante, il lui parla de ce dernier auquel il rendait justice. Un garçon d'une intelligence vive, trop nerveux seulement. Il aboutirait à une catastrophe. Gaujean l'avait écrasé d'une affaire très lourde et tous deux resteraient. Alors, Denise, gagnée par cette familiarité, se livra davantage. Laissa voir qu'elle était pour les grands magasins, dans la bataille livrée entre ceux-ci et le petit commerce. Elle s'animait, citait des exemples, se montrait tout courant de la question, remplie même d'idées larges et nouvelles. Lui, ravi, l'écoutait avec surprise. Il se tournait, tâchait de distinguer ses traits dans la nuit grandissante. Elle semblait toujours la même, vêtue d'une robe simple, le visage doux, mais de cet effacement modeste montait un parfum pénétrant dont il subissait la puissance. « Puisque vous êtes des nôtres, dit-il en riant, pourquoi restez-vous chez nos adversaires ? Ainsi, ne m'a-t-on pas dit également que vous logiez chez ce Bourras ? » « Un bien digne homme, murmura-t-elle. « Non, laissez donc, un vieux toqué, un fou, il me forcera à le mettre sur la paille lorsque je voudrais m'en débarrasser avec une fortune. Alors, d'abord votre place n'est pas chez lui, sa maison est mal famée. Il loue à des personnes. » Mais il sentit la jeune fille confuse. Il se hâta d'ajouter « Oh, on peut être honnête partout, il y a même plus de mérite à l'être quand on n'est pas riche. » Ils firent de nouveau quelques pas, en silence. Pépé semblait écouter de son air attentif d'enfant précoce. Par moments, il levait les yeux sur sa sœur, dont la main brûlante, secouée de légers tressaillements, l'étonnait. « Tenez, reprit gaiement Mouret, voulez-vous être mon ambassadeur ? Demain, j'avais l'intention d'augmenter encore mon offre, de faire proposer à Bourras 80 000 francs. Parlez-lui, la première de cela, dites-lui donc qu'il se suicide. Il vous écoutera peut-être, puisqu'il a de l'amitié pour vous. Et vous lui en rendriez un véritable service. »« Soit, répondit Denise, souriante elle aussi. Je ferai la commission, mais je doute de réussir. » Et le silence retomba. Ni l'un ni l'autre n'avaient plus rien à se dire. Un instant, il essaya de causer de l'oncle Baudu, et puis il dut se taire en voyant le malaise de la jeune fille. Cependant, ils continuaient de se promener côte à côte. Ils débouchèrent enfin vers la rue de Rivoli, dans une allée où il faisait jour encore. Au sortir de la nuit des arbres, ce fut comme un brusque réveil.
Il comprit qu'il ne pouvait la retenir davantage. « Bonsoir, mademoiselle. »« Bonsoir, monsieur. » Mais il ne s'en allait pas. En levant les yeux d'un coup d'œil, il venait d'apercevoir devant lui, au coin de la rue d'Alger, les fenêtres éclairées de madame Desforges qui l'attendait. Et il avait reporté ses regards sur Denise. Il la voyait bien dans le pâle crépuscule. Elle était toute chétive auprès d'Henriette. Pourquoi donc lui chauffait-elle ainsi le cœur ? « Et rappelez-vous bien, n'est-ce pas, que notre maison vous est ouverte. Vous n'aurez qu'à y frapper, et je vous donnerai toutes les compensations désirables. Bonsoir, mademoiselle. »« Bonsoir, monsieur. » Quand Mouret l'eut quitté, Denise rentra sous les marronniers dans l'ombre noire. Longtemps elle marcha sans but entre les troncs énormes, le sang au visage, la tête bourdonnante d'idées confuses. Pépé, toujours pendu à sa main, allongeait ses courtes jambes pour la suivre. « Tu vas trop fort, dit-il. » Alors elle s'assit sur un banc, et comme il était las, l'enfant s'endormit en travers de ses genoux. Elle le tenait, le serrait contre sa poitrine, les yeux perdus au fond des ténèbres. Et lorsqu'une heure plus tard, elle revint doucement avec lui rue de la Michaudière, elle avait son tranquille visage. « Tonnerre de Dieu !» lui cria Bourras, du plus loin qu'il l'aperçut. « Le coup est fait. Cette canaille de Mouret vient d'acheter ma maison. » Il était hors de lui. Il se battait tout seul au milieu de sa boutique, avec des gestes si désordonnés qu'il menaçait d'enfoncer les vitrines. « Ah, le crapule! Ah, c'est le fruitier qui m'écrit. Vous ne savez pas combien il a vendu ma maison ? 150 000 francs. 4 fois ce qu'elle vaut. Encore un joli voleur, celui-là. Imaginez-vous qu'il a prétexté mes embellissements. Oui, il a fait valoir que la maison venait d'être remise à neuf. Est-ce qu'ils n'auront pas bientôt fini de se ficher de moi ?» Cette idée que son argent, dépensé en badigeons et en peinture, avait pu profiter au fruitier, l'exaspérait. Et maintenant voilà Mouret qui devenait son propriétaire. C'était à lui qu'il devrait payer. Mais c'était chez lui, chez ce concurrent abhorré, qu'il logerait désormais. Une telle pensée achevait de soulever de fureur. Je les entendais bien trouer le mur. À cette heure, ils sont ici, et c'est comme s'ils mangeaient dans mon assiette. Et de son poing abattu sur le comptoir, il secouait la boutique, il faisait danser les parapluies et les ombrelles. Denise, étourdie, n'avait pu placer un mot. Elle restait immobile, attendait la fin de la crise, pendant que Pépé, très lasse, s'endormait sur une chaise. Enfin, quand Bourras se calma un peu, elle résolut de faire la commission de Mouret. Sans doute le vieillard était très irrité, mais l'excès même de sa colère, l'impasse où il se trouvait, pouvait déterminer une acceptation brusque. « Justement, j'ai rencontré quelqu'un, commença-t-elle. Oui, une personne du bonheur, mais très bien informée. Il paraît que demain, on vous offrira 80 000 francs. » Il l'interrompit d'un éclat de voix terrible. « 80 000 francs 80 000 francs, mais pas pour 1 million maintenant. » Et elle voulut le raisonner, mais la porte de la boutique s'ouvrit et elle recula tout d'un coup, muette et pâle. C'était l'oncle Baudu, avec sa face jaune, l'air vieilli. « Alors, la nouvelle est vraie ?» dit Baudu de sa voix lente. « On me l'avait affirmé. Moi, je venais pour savoir. » 80 000 francs, répétait Bourras. « Pourquoi pas 100 000 ? C'est tout cet argent qui m'indigne. Est-ce qu'ils croient qu'ils me feraient commettre une coquinerie avec leur argent ? Ils ne l'auront pas. Jamais, entendez-vous ?» Denise sortit de son silence pour dire de son air calme « Ils l'auront dans 9 ans, quand votre bail sera fini. » Et malgré la présence de son oncle, elle conjura le vieillard d'accepter. La lutte devenait impossible. Il se battait contre une force supérieure. Il ne pouvait pas, sans démence, refuser la fortune qui se présentait. Mais lui répondait toujours non. Dans 9 ans, il espérait bien être mort pour ne pas voir ça. « Vous entendez, monsieur Baudu, reprit-il, votre nièce est avec eux, c'est elle qu'ils ont chargé de me corrompre. Elle est avec les brigands. » L'oncle, jusque-là, avait paru ne pas voir Denise. Il levait la tête du mouvement bourru qu'il affectait sur le seuil de sa boutique, chaque fois qu'elle passait. Mais lentement, il se tourna, il regarda, ses grosses lèvres tombèrent. « Je le sais, » répondit-il à demi-voix, et il continuait à la regarder. Denise, touchée aux larmes, le trouvait bien changé par le chagrin. Lui, pris du sourd remords de ne l'avoir pas secourue, songeait peut-être à la vie de misère qu'elle venait de traverser. Et puis la vue de Pépé endormi sur la chaise, au milieu des éclats de la discussion, sembla l'attendrir. « Denise, dit-il simplement, entre donc demain manger la soupe, avec le petit. Ma femme et Geneviève m'ont prié de t'inviter si je te rencontrais. » Elle devint très rouge, elle l'embrassa, et lorsqu'il partit,
Bourras était heureux de cette réconciliation. Tout le quartier causait de la grande voix qu'on allait ouvrir au nouvel opéra de la Bourse, sous le nom du 10 décembre. Les jugements d'expropriation étaient rendus, 2 bandes de démolition attaquaient déjà la trouée aux 2 bouts. On entendait les pioches qui se rapprochaient. Avant 15 jours, la trouée devait les éventrer d'une large entaille pleine de vacarme et de soleil. Mouret, disait-on, avait traité avec le baron Hartmann, président du Crédit Immobilier, et il occuperait tout le pâté de maison, sauf la façade future de la rue du 10 décembre, où le baron voulait construire une concurrence au Grand Hôtel. Partout, le bonheur rachetait les baux, les boutiques fermées, les locataires déménagés. Et dans les immeubles vides, une armée d'ouvriers commençait les aménagements nouveaux, sous des nuages de plâtre. Seule, au milieu de ce bouleversement, l'étroite masure du vieux Bourras restait immobile, obstinément accrochée entre les autres murailles couvertes de maçons. Lorsque le lendemain Denise se rendit avec Pépé chez l'oncle Baudu, la rue était justement barrée par une file de tombereaux qui déchargeaient des briques devant l'ancien hôtel du Villard. Debout, sur le seuil de sa boutique, l'oncle regardait d'un œil morne. À mesure que le bonheur des dames s'élargissait, il semblait que le vieil Elbeuf diminuât. La jeune fille trouvait les vitrines plus noires, plus écrasées, aux baies rondes de prison. L'humidité avait encore déteint la vieille enseigne verte. Une détresse tombait de la façade entière, plombée et comme amaigrie. « Vous voilà, dit Baudu. Prenez garde, il vous passerait sur le corps. » Dans la boutique, Denise éprouva le même serrement de cœur. À la caisse, Madame Baudu et Geneviève se tenaient, muettes et immobiles, comme dans un coin de solitude où personne ne venait les déranger. La mère ourlait des torchons, la fille, les mains tombées sur les genoux, regardait le vide devant elle. « Bonsoir, ma tante, dit Denise. Je suis bien heureuse de vous revoir. Et si je vous ai fait de la peine, veuillez me le pardonner. » Madame Baudu l'embrassa, très émue. « Ma pauvre fille, répondit-elle, si je n'avais pas d'autre peine, tu me verrais plus gaie. »« Bonsoir, ma cousine, reprit Denise en baisant Geneviève sur les joues. Celle-ci s'éveillait comme en sursaut. Elle lui rendit ses baisers sans trouver une parole. Les 2 femmes prirent ensuite Pépé, qui tendait ses petits bras, et la réconciliation fut complète. « Eh bien, il est 6 heures, mettons-nous à table, dit Baudu. Pourquoi tu n'as pas amené Jean ?»« Mais il devait venir, murmura Denise embarrassée. Justement, je l'ai vu ce matin. Il m'a formellement promis. Oh, il ne faut pas l'attendre, son patron l'aura retenu. » Elle se doutait de quelque histoire extraordinaire, elle voulait l'excuser d'avance. « Bon alors, mettons-nous à table, répéta l'oncle. Et puis, se tournant vers le fond obscur de la boutique, « Colomban, vous pouvez venir dîner en même temps que nous. Personne ne viendra. » « Père, dit Geneviève gênée pour Denise, voulez-vous que je ferme la fenêtre? Ça sent pas très bon. » Lui ne sentait rien, il resta surpris. « Ferme la fenêtre si ça t'amuse, répondit-il enfin. Seulement, nous manquerons d'air. » Et en effet, on étouffa. C'était un dîner de famille fort simple. Après le potage, l'oncle en vint fatalement aux gens d'en face. Il se montra d'abord très tolérant, il permettait à sa nièce d'avoir une opinion différente. « Mon Dieu, tu es bien libre de soutenir ces grandes chabraques de maison. Chacun son idée, ma fille. Du moment que ça ne t'a pas dégoûté d'être salement flanqué à la porte, c'est que tu dois avoir des raisons solides pour les aimer. Et tu y rentrerais, vois-tu, que je t'en voudrais pas du tout. N'est-ce pas, hein? Personne ici lui en voudrait. »« Oh non, murmura Madame Baudu. Denise, posément, dit ses raisons, comme elle les disait chez Robineau. L'évolution logique du commerce, les nécessités des temps modernes, la grandeur de ces nouvelles créations, enfin le bien-être croissant du public. Baudu, les yeux arrondis, la bouche épaisse, l'écoutait, avec une visible tension d'intelligence. Et puis, quand elle eut terminé, il secoua la tête. « Tout ça, ce sont des fantasmagories. Le commerce, c'est le commerce. Oh, je leur accorde qu'ils réussissent, mais bon, c'est tout. Longtemps j'ai cru qu'ils se casseraient les reins. Ouais, j'attendais ça. Je patientais, tu te rappelles? Eh ben, non. Il paraît qu'aujourd'hui, ce sont les voleurs qui font fortune. Voilà où nous en sommes. » Une sourde colère le soulevait peu à peu. « Mais jamais le vieil Elbeuf ne fera une concession, entends-tu? Je l'ai dit à Bourras. Voisin, vous pactisez avec les charlatans. Vos peinturlurages, là, c'est une honte. »« Mange donc, interrompit Madame Baudu, inquiète de le voir s'allumer ainsi. »« Attends, je veux que ma nièce sache bien ma devise. Écoute ça, ma fille. Je suis comme cette carafe.
Je ne bouge pas. Ils réussissent, tant mieux pour eux. Moi, je proteste. Voilà tout. » De nouveau, il revint au bonheur des dames et tout les ramenait. C'était une obsession maladive. N'était-ce pas inconvenable ? En moins de 4 ans, ils avaient quintuplé ce chiffre, leur recette annuelle. Ces gens-là n'étaient pas fiers. Ils finiraient par vendre même du poisson. Franchement, tu peux pas les défendre. Me vois-tu joindre un rayon de casserole à mon commerce de draps, hein ? Tu dirais que je suis fou ? Avoue au moins que tu ne les estimes pas. La jeune fille se contenta de sourire, gênée, comprenant l'inutilité des bonnes raisons. Il reprit. Enfin bon, tu es pour eux. Nous n'en parlerons plus. C'est inutile qu'ils nous fâchent. Ce serait le comble de les voir se mettre entre ma famille et moi. Rentre chez eux si ça te plaît, mais je te défends de me casser davantage les oreilles avec leur histoire. Un silence régna. Comme on suffoquait dans l'étroite salle chauffée par le bec de gaz, il fallut ouvrir la fenêtre, et la pestillance humide de la cour souffla sur la table. On se servit lentement, sans une parole. « Tiens, regarde ces deux-là, » recommença Baudu, en désignant de son couteau Geneviève et Colomban. « Demande-le s'il l'aime, ton bonheur des dames. L'année dernière a été désastreuse. Il a bien fallu reculer leur mariage. Non, par plaisir, demande-leur un peu ce qu'ils pensent de tes amis. » Denise, pour le contenter, interrogea les jeunes gens. Mais Geneviève, le visage sévère et douloureux, ne quittait pas Colomban du regard. « La boutique est seule. Voyez donc, Colomban, j'ai cru entendre quelqu'un. » On avait fini, on se leva. Denise, intéressée par la petite cour, aperçut Geneviève, toujours à sa place. « Vous souffrez, ma cousine ? » ?»« Ne mentez pas, je vous en prie, dit-elle. Rendez-moi un service de me donner enfin une certitude. Vous devez le savoir, je le sens, oui. Vous avez été la camarade de cette femme, cette Clara, et j'ai vu Colomban vous poursuivre. Vous parlez à voix basse. Il vous chargeait des commotions pour elle, n'est-ce pas ? Oh, de grâce, dites-moi la vérité, je vous jure que ça me fera du bien. » Des mois passèrent. Denise entrait presque tous les jours égayer un instant Geneviève, mais la tristesse augmentait chez les Baudu. Désespéré, il regardait cette poussière implacable pénétrer partout, traverser les boiseries les mieux closes, salir les étoffes de la boutique, se glisser jusque dans leur lit, et l'idée qu'il la respirait quand même, qu'il finirait par en mourir, leur empoisonnait l'existence. Cependant, malgré leur volonté de ne rien changer aux habitudes du vieil Elbeuf, les Baudu tâchaient de soutenir la concurrence. Maintenant, la dette commençait. En décembre, Baudu, terrifié, vendit sa maison de campagne de Rambouillet. Encore fut-il heureux de trouver la famille Lhomme, ses voisins, que le désir d'augmenter leurs terres détermina. Les 70 000 francs allaient soutenir la maison pendant quelque temps encore. Malgré tous les échecs, l'idée de la lutte renaissait et avec de l'ordre à présent, on pouvait vaincre peut-être. Le dimanche, où la famille Lhomme donnait l'argent, ils voulurent bien dîner au vieil Elbeuf. Madame Aurélie arriva la première. Il fallut attendre le caissier, qui vint en retard, effaré par toute une après-midi de musique. Quant au jeune Albert, il avait accepté l'invitation, mais il ne parut pas. Ce fut d'ailleurs une soirée pénible. Les Baudu, vivant sans air au fond de leur étroite salle à manger, souffrirent du coup de vent que les Lhomme y apportaient, avec leur famille débandée et leur goût de libre existence. Le lendemain matin, Baudu emmena Colomban au fond d'un étroit magasin de l'entresol. La veille, il avait arrêté ce qu'il aurait à dire. « Mon garçon, tu sais que j'ai vendu ma propriété de Rambouillet. Je dois causer un peu avec toi. » Le jeune homme, qui semblait redouter l'entretien, attendait d'un air gauche. Ses petits yeux clignotaient dans sa large face, et il restait la bouche ouverte, signe chez lui d'une perturbation profonde. « Écoute-moi bien, » reprit le drapier. « Quand le père Hochecorne m'a cédé le vieil Elbeuf, la maison était prospère. Lui-même l'avait reçue autrefois du vieux Finet, en bon état. Tu comprends, un serment que je me suis fait, le désir bien naturel de me prouver que la maison n'a pas perdu entre mes mains. Autrement, il me semblerait que je vous vole. Enfin, je tenais à t'avertir, mon pauvre garçon. Votre mariage, du coup, va être encore reculé, car je ne peux pas vous jeter tout seul dans la bagarre, ce serait trop lâche, n'est-ce pas ?» Colomban, soulagé, s'était assis sur des pièces de molleton. Ses jambes gardaient un tremblement, il craignait de laisser voir sa joie. Il baissait la tête en roulant les doigts sur les genoux. « Tu ne dis rien ?» Non, il ne disait rien. Il ne trouvait rien à dire. Denise allait rentrer au bonheur des dames. Elle avait compris que les Robineau, forcés de restreindre leur personnel, ne savaient comment la congédier.
Pendant 15 jours, Denise les sentit gênés avec elle, et elle dut parler la première, dire qu'elle avait une place autre part. Ce fut un soulagement. Madame Robineau l'embrassa, très émue, en jurant qu'elle la regretterait toujours. Et puis, lorsque sur une question la jeune fille répondit qu'elle retournait chez Mouret, Robineau devint pâle. « Vous avez raison !» cria-t-il violemment. Il était moins facile d'annoncer la nouvelle au vieux Bourras. Pourtant Denise devait lui donner congé. Elle tremblait car elle lui gardait une vive reconnaissance. Bourras, justement, ne décolérait pas, en plein dans le vacarme du chantier voisin. Les voitures de matériaux barraient la boutique, les pioches tapaient dans les murs, tout chez lui, les parapluies, les cannes dansaient au bruit des marteaux. Il semblait que la masure, s'entêtant au milieu de ces démolitions, allait se fendre. Mais le pire, c'était que l'architecte, pour relier les rayons existants du magasin avec les rayons qu'on installait dans l'ancien hôtel du Vuillard, avait imaginé de creuser un passage sous la petite maison qui les séparait. Cette maison appartenant à la société Mouret et compagnie. Et le bail, portant que le locataire devrait supporter les travaux de réparation, des ouvriers se présentèrent un matin. Du coup, Bourras faillit avoir une attaque. N'était-ce pas assez de l'étrangler de tous les côtés ? Il fallait encore qu'on le prît par les pieds, et il avait chassé les maçons. Quand la jeune fille lui eut annoncé qu'elle partait et qu'elle rentrait au bonheur des dames avec 1000 francs d'appointement, il fut saisi, il leva seulement vers le ciel ses vieilles mains tremblantes. L'émotion l'avait fait tomber sur une chaise. « Vous, balbutia-t-il, mais enfin, il n'y a que moi, il ne reste plus que moi !» Et au bout d'un silence, il demanda « Et le petit ?»« Il retournera chez Madame Gras, » répondit Denise. Elle l'aimait beaucoup. Du coup, ils se turent. Elle l'aurait préféré furieux, jurant, tapant du poing. Ce vieillard suffoqué, écrasé, la navrait. Mais il se remettait peu à peu. Il recommençait à crier. 1000 francs, ça se refuse pas. Allez, partez donc, laissez-moi seul. Et dites-leur que je gagnerai mon procès quand je devrai y manger ma dernière chemise. Denise ne devait quitter Robineau qu'à la fin du mois. Elle avait revu Mouret, tout se trouvait réglé. Un soir, elle allait remonter chez elle lorsque Deloche, qui la guettait sous une porte cochère, l'arrêta au passage. Il était bien heureux, il venait d'apprendre la grande nouvelle. Et tout le magasin en causait, disait-il. Vous savez, ces dames des confections font une figure. Et puis, s'interrompant, à propos, vous vous souvenez de Clara ? Eh ben, il paraît que le patron l'aurait... Enfin, vous comprenez ? Il était devenu tout rouge, et elle, toute pâle, s'écria « Monsieur Mouret ?» Un drôle de goût, n'est-ce pas ? Une femme qui ressemble à un cheval. Enfin, ça le regarde. Denise, rentrée chez elle, se sentit défaillir. C'était sûrement d'avoir monté trop vite. Accoudée à la fenêtre, elle eut la brusque vision de Valogne, de la rue déserte, qu'elle voyait de sa chambre d'enfant. Et un besoin la prenait de revivre là-bas, de se réfugier dans l'oubli et la paix de la province. Paris l'irritait. Elle haïssait le bonheur des dames. Elle ne savait plus pourquoi elle avait consenti à y retourner. Certainement, elle y souffrirait encore. Alors, sans motif, une crise de larmes la força de quitter la fenêtre, et elle pleura longtemps. Le lendemain, au déjeuner, comme Robineau l'avait envoyée en course et qu'elle passait devant le vieil Elbeuf, elle poussa la porte en voyant Colomban seul dans la boutique. Les Baudus déjeunaient, on entendait le bruit des fourchettes au fond de la petite salle. « Vous pouvez entrer, dit le commis, ils sont à table. » Mais elle le fit taire. Elle l'attira dans un coin et, baissant la voix, « C'est à vous que je veux parler. Vous manquez donc de cœur ? Vous ne voyez donc pas que Geneviève vous aime et qu'elle en mourra ?» Elle était toute frémissante. Lui, effaré et étonné de cette brusque attaque, ne trouvait pas une parole. « Entendez-vous, continua-t-elle, Geneviève sait que vous en aimez une autre. Elle me l'a dit. » Il parla enfin, tout à fait bouleversé. « Mais elle n'est pas malade, hein, vous exagérez. Moi, je vois pas, et puis, bon, c'est son père qui recule le mariage. » Denise, rudement, releva ce mensonge. Elle avait senti que la moindre insistance du jeune homme déciderait l'oncle. Quant à la surprise de Colomban, elle n'était pas feinte. Il ne s'était réellement jamais aperçu de la lente agonie de Geneviève. Ce fut pour lui une révélation très désagréable. Tant qu'il ignorait, il n'y avait pas de reproche trop gros à se faire. « Et pour qui ?» reprenait Denise. « Pour une rien du tout. Mais vous ignorez donc qui vous aimez ? Je n'ai pas voulu vous chagriner jusqu'à présent. J'ai évité souvent de répondre à vos continuelles questions. Eh bien oui,
Elle va avec tout le monde. Elle se moque de vous. Jamais vous ne l'aurez. » Très pâle, il l'écoutait, et à chacune des phrases qu'elle lui jetait à la face, entre ses dents serrées, il y avait un petit tremblement des lèvres. Elle, prise de cruauté, cédait à un emportement. « Enfin, dit-elle dans un dernier cri, elle est avec Monsieur Mouret, si vous voulez savoir. » Sa voix s'était étranglée. Elle devint plus pâle que lui. Tous deux se regardèrent, et puis il bégaya « Je l'aime. » Alors Denise fut honteuse. Pourquoi parlait-elle ainsi à ce garçon ? Un simple mot qu'il venait de répondre lui retentissait dans le cœur. Il avait raison. Il ne pouvait en épouser une autre. Comme elle se tournait, elle aperçut Geneviève. « Taisez-vous, dit-elle rapidement. » Mais il était trop tard. Geneviève devait avoir entendu. Justement, une cliente poussait la porte, Madame Bourdelais, une des dernières fidèles du vieil Elbeuf, où elle trouvait des articles solides. « Que désire madame ?» Madame Bourdelais voulait voir de la flanelle. Colomban descendit une pièce d'un casier, et Geneviève montra l'étoffe. Tous deux se trouvaient rapprochés derrière le comptoir. Cependant, Baudu sortait de la petite salle, à la suite de sa femme. Il avait souri à Denise, et se tenait debout en regardant Madame Bourdelais. « Elle n'est pas assez belle, disait celle-ci. Montrez-moi ce que vous avez de plus fort. » Colomban descendit une autre pièce. « Et combien ? 6 francs, madame, répondit Geneviève. 6 francs ? Mais ils ont la même en face à 5 francs. » Une contraction légère passa sur le visage de Baudu. Il ne put s'empêcher d'intervenir. Très poliment. Madame se trompait sans doute. Cet article-là aurait dû être vendu 6 francs 50. Il était impossible qu'on le donnât à 5 francs. Non, non, répéta-t-elle avec l'entêtement d'une bourgeoise qui se piquait de s'y connaître. L'étoffe est la même. Et la discussion finit par s'aigrir. Baudu, l'habile au visage, faisait l'effort pour rester souriant. Son amertume contre le bonheur des dames crevait dans sa gorge. « Vraiment, dit enfin Madame Bourdelais, il me faut mieux traiter, autrement j'irai en face, comme les autres. » Alors il perdit la tête. « Eh ben, allez, en face !» Du coup, elle se leva, très blessée. « C'est ce que je vais faire, monsieur. » Ce fut une stupeur. La violence du patron les avait saisis. Lui-même restait effaré et tremblant de ce qu'il venait de dire. Mais la phrase était partie sans qu'il le voulût. Et maintenant, les Baudus immobiles, les bras tombés, suivaient de regard Madame Bourdelais qui traversait la rue. Elle leur semblait emporter leur fortune. Lorsque de son pas tranquille elle entra sous la haute porte du bonheur des dames, lorsqu'ils virent son dos se noyer dans la foule, il y eut en eux comme un arrachement. « Encore une qu'ils nous prennent » murmura le drapier. « Toi aussi, ils t'ont prise, dit-il en regardant Denise. « Va-t'en, je te veux plus. Puisqu'ils ont l'argent, ils sont les plus forts. » Et justement, Denise, espérant encore que Geneviève n'ait pu entendre Colomban, lui disait à l'oreille « Il vous aime, soyez plus gai. » Mais la jeune fille lui répondait très bas « Pourquoi mentez-vous ? Tenez, il ne peut s'empêcher, regarde là-haut. » Elle s'était assise sur la banquette de la caisse près de sa mère. Celle-ci avait deviné sans doute, car ses yeux allèrent d'elle à Colomban et puis se reportèrent sur le bonheur des dames. C'était vrai, il leur volait tout. Au père la fortune, à la mère son enfant mourante, à la fille un mari attendu depuis 10 ans. Devant cette famille condamnée, Denise, dont le cœur se noyait de compassion, eut un instant peur d'être mauvaise. N'allait-elle pas remettre la main à la machine qui écrasait le pauvre monde ? Mais elle se trouvait comme emportée par une force. Elle sentait qu'elle ne faisait pas le mal. « Bah, répondit Baudu, pour se donner du courage, nous n'en mourrons pas. Une cliente perdue, 2 de retrouvée. T'entends, Denise ? J'ai là 70 000 francs qui vont faire passer les nuits blanches à Mouret, à ton Mouret. Voyons, vous autres, n'ayez donc pas des figures d'enterrement. » Il ne put les égayer, lui-même retombait dans une consternation blême. Et tous restaient les yeux sur le monstre, attirés, possédés, se rassasiant de leur malheur. Les travaux s'achevaient, on avait débarrassé la façade des échafaudages, tout un plan du colossal édifice apparaissait avec ses murs blancs, troués de larges vitrines claires. Justement le long du trottoir, rendu enfin à la circulation,
s'alignaient 8 voitures que des garçons chargeaient l'une après l'autre devant le bureau du départ, sous le soleil dont un rayon enfilait la rue, les panneaux verts aux rechampis jaunes et rouges miroitaient comme des glaces, envoyaient des reflets aveuglants jusqu'au fond du vieil œil-bœuf. Les cochers, vêtus de noir, d'une allure correcte, tenaient court les chevaux, des attelages superbes qui secouaient leurs mors argentés, et chaque fois qu'une voiture était pleine, il y avait sur le pavé un roulement sonore dont tremblaient les petites boutiques voisines. Alors, devant ce défilé triomphal qu'ils devaient subir 2 fois chaque jour, le cœur des Baudus se fendit. Le père défaillait en se demandant où pouvait aller ce continuel flot de marchandises, tandis que la mère, malade du tourment de sa fille, continuait à regarder sans voir, les yeux noyés de grosses larmes. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne